Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 147 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA de retour après les vacances de Noël. Nous sommes heureux de vous retrouver et à ma gauche, comme toutes les semaines, il y a Georges Eddy. Bonjour Georges. Bonjour Alain. À ma droite, Jérémy Lebescon, bonjour. Salut Alain, salut Georges. Messieurs, bonne fête de fin d'année, tout s'est bien passé, beaucoup de basket à Noël. Beaucoup de basket évidemment, toi aussi Georges, non? Oh, et quel match magnifique entre Golden State et Cleveland le soir de Noël sur Canal+ Afrique. Notamment, on s'est régalé. Au programme de la semaine, un transfert, des votes qui s'emballent pour le All-Star Game, les Warriors et les Knicks. C'est dans l'actu, la NBA est-elle meilleure que jamais? Ce sera la question de notre débat. Et puis un dilemme de taille, Karl Anthony Towns ou Joel Embiid. C'est parti pour un nouveau podcast. Les champions en titre se renforcent encore. Kyle Korver arrive à Cleveland. Il arrive donc d'Atlanta en échange d'un choix du premier tour de la draft. Portland a aidé dans la transaction en échangeant son premier tour avec les Cavaliers qui n'avaient pas le droit d'en échanger de suite, etc. Mais l'essentiel, c'est donc que Kyle Korver arrive. Messieurs, comment on défend contre cette équipe de Cleveland avec ce shooter en plus et quel shooter ? Faudra voir si ça change énormément de choses. Après, il y avait Mike Dunleavy qui était déjà là et qui finalement part à Atlanta, même s'il ne devrait pas rester à Atlanta, qui était dans ce même rôle, même si Kyle Korver devrait être un peu plus responsabilisé. Ça va être très incroyable, probablement en termes de spacing. C'est déjà l'équipe qui tente le plus de 3 points dans la ligue avec une très bonne réussite. Donc là, ça va être compliqué. Il faudra juste voir comment ça s'intègre, mais je suis à peu près sûr que collectivement, Kyle Korver est tellement intelligent que cela devrait être assez facile pour lui d'arriver chez les Cavaliers. Oui, c'est une arme de plus dans une équipe déjà forte, mais ce n'est pas du tout une arme absolue. À mon avis, ça va avoir un impact tout relatif. Mais le truc, c'est que si vous êtes en play-off, ça peut se jouer sur quelques minutes dans un match. Et s'il met les 2 paniers à 3 points à ce moment-là, et ça vous permet de passer un tour ou d'être champion ou de revenir dans une série, c'est un bon calcul. Mais je ne le vois pas cartonner en stats tout de suite ou avoir un rôle plus important. C'est certainement moins important qu'à Cleveland. Alors, les stats de Kyle Korver, justement, on va les voir. Atlanta, je voulais dire. À Atlanta. Les stats de Kyle Korver en carrière, c'est 10 points, mais surtout 44,2% d'adresse au tir et 42,9% à 3 points. Jérémy, tu dis Mike Dunleavy. Mike Dunleavy, c'est quand même un peu le Kyle Korver du pauvre. Oui, carrément, même si Mike Dunleavy a aussi apporté autre chose, notamment dans la création du jeu. Mais bon, pas forcément à Cleveland, puisqu'à Cleveland, il jouait très peu. Non, mais Kyle Korver, on le sait tous, que c'est un des meilleurs shooters de l'histoire, notamment grâce à un travail incroyable qu'il fournit chaque jour depuis des années. C'est comme ça qu'il s'est créé sa place dans la ligue. C'est aussi un joueur qui, malgré tout, est assez intéressant dans la défense collective. Parce que je pense que de toute façon, là, maintenant, il reste 40 matchs à disputer. Pour le moment, son intégration va être douce, et c'est forcément dans l'optique des playoffs que son intégration, son arrivée va être déterminante. Et c'est là où on devrait le voir prendre un peu plus de rôle. Et ça reprend encore les schémas qui existaient depuis Miami et le fameux Big Three, où à chaque fois on apporte un nouveau ou 2 nouveaux vétérans qui apportent ce sursaut d'adresse supplémentaire en play-off. Malgré tout, j'espère que pour lui, ça ne sent pas non plus le début d'une fin de carrière, parce que généralement, quand on commence à arriver dans une équipe candidate au titre, etc., on commence à moins jouer. Ouais, mais je pense qu'il pourrait, avec sa condition physique, il peut jouer 50 plus. Et je pense qu'il peut jouer 50 plus avec de bonnes minutes. Là, il va jouer 10-15 minutes et voilà, c'est tout. Georges, c'est quoi? C'est le Mike Miller un peu d'il y a quelques années au Heat qui pouvait être le détonateur comme ça sur un match de play-off. Il est plus en forme que Mike Miller. Et il est plus en forme, oui, c'est vrai. Oui, c'est similaire. Mike Miller avait peut-être une plus grosse influence dans les vestiaires parce que c'est une personnalité très attachante et appréciée par tout le monde. Là, on voit la régularité de Kyle Korver. Avant d'arriver à Cleveland, une très grosse saison en 14-15, presque 50% à 3 points, plus de 12 points. C'était un peu sa saison de référence. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est toujours par rapport à Golden State. C'est s'armer en fonction de rencontrer une 3e fois de suite, et ça serait historique, Golden State en finale. Ils ont déjà Channing Frye, un pivot qui shoot à 3 points. Maintenant, ils ont un ailier. Et c'est vrai que quand vous avez Kyrie Irving et LeBron James, qui sont 2 des joueurs les plus forts de la NBA en pénétration, déjà souvent l'intérieur s'écarte. Donc c'est grand ouvert. La défense est obligée d'être aspirée vers le panier. Et là, LeBron ressort le ballon pour un Kyle Korver
tout seul, c'est clair que c'est plutôt un bon pari. Il va avoir des boulevards là pour shooter. Ouais, il y aura des boulevards. Après, il faudra voir aussi, malgré tout, ça reste un shooter. Dans la shooter, il y a la confiance qui joue. C'était un joueur qui était très attaché à Atlanta. Il a pleuré lorsqu'il a appris son départ. Il a notamment pleuré avec Paul Millsap. Alors, il était en fin de contrat. Et Millsap, c'est le prochain qui va partir. Voilà. Après, pour moi, cet échange en dit plus sur Atlanta qu'il n'en dit finalement sur Cleveland. Cleveland, c'est pour la course au titre, on le sait qu'ils cherchent à se renforcer. Pour Atlanta, déjà, il y a le pauvre Dwight Howard là, qui était arrivé cet été et qui a commencé à faire grise mine en disant mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas vraiment ce qu'on m'avait annoncé. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais pour moi, ça annonce déjà le début d'une reconstruction chez les Hawks. Oui, pourtant, ils sont sur 6 victoires de suite. C'est une équipe difficile à déceler cette saison. Et c'est surtout que Millsap, normalement, va passer vers les 30 millions de dollars la saison. Et c'est clair qu'Atlanta n'a pas envie d'investir ça sur Paul Millsap. Et peut-être une autre équipe le fera. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des changements à Atlanta. Juste un petit mot quand même pour finir sur les Cavaliers. Ça montre quand même aussi que la blessure de J.R. Smith est peut-être un peu plus sérieuse que prévu. Il n'aura peut-être pas que 10-15 minutes au début. Kyle Korver va peut-être pouvoir se mettre en jambe un peu plus que ça, non, Jérémy? J'allais éternuer, mais oui, c'est probable. C'est probable. Après, je pense que c'est aussi parce que malgré tout, ça reste une équipe qui est vraiment candidate au titre. Et là, on en est vraiment dans cette terre où les équipes essayent simplement d'être les meilleures possibles. Et en plus, J.R. Smith, certes, est très bon depuis qu'il est à Cleveland, mais c'est pas forcément non plus un modèle de régularité. On peut toujours se trouver. Voilà, c'est une arrivée, une menace de plus pour Cleveland, ça fait jamais de mal. Alors, regardez Richard Jefferson aussi. C'est vrai. Alors, lui, il est immortel. Il a été très, très fort le soir de Noël avec un dunk incroyable, surtout par rapport à son âge. Et c'est vrai qu'ils ont tellement d'atouts dans cet effectif de Cleveland, c'est impressionnant. Allez, on va enchaîner avec le All-Star Game après l'éternuement le plus discret du monde par Jérémy. Les premiers retours des votes pour le All-Star Game sont arrivés et Zaza Pachulia est donc l'invité surprise de ce vote, comme l'an dernier d'ailleurs, où il avait été très haut aussi. Messieurs, donc ce Zaza Pachulia, deuxième au niveau des joueurs du front de court. Donc on rappelle, les joueurs intérieurs et joueurs extérieurs. Il n'y a plus que 2 catégories maintenant pour le All-Star Game. Et donc Durant, Pachulia en 2 avec 439 675 voix. Et alors on ne plaisante pas quand on dit que la Géorgie se mobilise vraiment. Il y a eu des messages, notamment dans l'émission l'équivalent de La France a un incroyable talent, où on appelle à voter pour Zaza Pachulia, donc ce qui explique qu'il a beaucoup de voix. Messieurs, est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a réformé un petit peu le vote du All-Star Game cette année, où on a mis une dose de 25% de journalistes, 25% de coachs? Oui, certainement. Bon, Pachulia, c'est les Yao Ming d'aujourd'hui. Le truc, c'est que la Chine... En moins talentueux aussi, quand même. Oui. Et la Chine, c'est un bien plus grand pays que la Géorgie. Mais bon, j'espère qu'il n'y sera pas parce qu'il n'a absolument pas sa place et ça serait une hérésie. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir Antetokounmpo deuxième à l'Est. Et donc, ça confirme totalement qu'il est en train de devenir une superstar de la NBA à tous les niveaux. Et bon, ce qui me manque, c'est qu'il n'y a pas de mention de Rudy Gobert. Marc Gasol est très loin. Moi, je pense que c'est le grand retour des pivots. Et notamment, on a vu dans un bon papier récemment dans Basket USA, les pivots shooters à 3 points, les Gasol. Bon, ce n'est pas le cas de Whiteside et Gobert, plutôt défenseurs. Mais les Embiid, Gasol. Donc, c'est un nouveau type de poste 5. Et il mérite d'être au All-Star Game, d'être représenté au All-Star Game. Il ne faut pas que ça devienne uniquement un truc de meneur scorer et de petit ailier, une sorte de small ball obligatoire à tous les niveaux. Mais bon, les coachs qui vont nommer les remplaçants vont s'occuper de ça. Pas de Pachulia, alors moi il y a un joueur de hockey, c'est arrivé la même chose en NHL où il y a un joueur qui a été désigné par Twitter, et je crois que c'était par Twitter, mais il y a eu un plébiscite, c'était un joueur quasiment anonyme, je crois qu'il a été envoyé en D-League de hockey au moment où il a appris sa sélection All-Star Game. Ça vous ferait pas rire alors d'avoir un petit peu... Honnêtement, le All-Star Game, c'est déjà tellement devenu un cirque, il y a tellement peu d'enjeux et tellement peu de niveaux que dans le délire, maintenant qu'il y a un joueur qui soit sélectionné par les fans, etc., pourquoi pas, parce que finalement ça reste un match de fans. Après, c'est une hérésie, ça veut rien dire, et malgré tout, il y a des joueurs qui, parfois, on n'a qu'une seule chance d'aller au All-Star Game et ça pourrait le priver d'autres joueurs qui le méritent vraiment beaucoup plus sur le terrain et c'est ça qui est dramatique. Maintenant, sur le principe que lui y aille ou pas, ça peut faire plaisir à tout un pays comme la Géorgie, pourquoi pas. Moi, là, je suis vraiment contre. Mais vraiment, c'est clair que la NBA a eu raison d'amener un nouveau mode de calcul, une manière de pondérer ce vote du public parce que, bon, malgré tout, moi, j'ai pas envie de voir Zaza Pachulia dans ce match-là, quoi. Et l'important
du All-Star Game, c'est d'être sélectionné, c'est pas de jouer le match. Oui, mais c'est pour ça que Rudy Gobert, même s'il n'est pas sélectionné par les votes du public, il y a encore les coachs et les médias. C'est sur l'espoir. Et c'est presque aussi valorisant, voire plus, d'être sélectionné par les coachs que par le public. Donc dans ces cas-là, tout va bien. Allez, on va enchaîner. Il reste encore un peu de temps pour les votes du All-Star Game. Vous pouvez voter sur Twitter. Je crois que c'est #NBA Vote et vous mettez le nom du joueur que vous voulez. NBA Vote, ouais, voilà. tout à fait. Les Warriors sont-ils prenables dans le Money Time? En tout cas, pour le moment, oui. 0/5 dans les matchs contre les Spurs, Cavaliers, Grizzlies et Rockets. Messieurs, est-ce que c'est un premier signe d'inquiétude pour cette équipe, avec notamment cette image prenante qu'on a vue contre les Grizzlies? Kevin Durant qui réclame le ballon à Stephen Curry, qui lui donne de manière un petit peu agacée. Voilà. Et Draymond Green qui s'agace encore plus sur le bord du terrain. Georges, est-ce qu'il y a une faille? Une faille. Je ne sais pas si j'appellerais ça comme ça. Pour une fois, je suis d'accord avec Draymond Green. Généralement, je veux qu'il se calme et qu'il ferme sa gueule. Et là, il a eu raison de l'ouvrir en disant que je suis ravi que nous ayons perdu parce qu'ils ont joué un peu comme l'ancienne équipe d'Oklahoma City en donnant le ballon à Durant qui se débrouille en jeu isolé. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il y a eu du succès à Golden State. Donc, il faut jouer le style de Golden State, même dans les moments difficiles, même dans le money time. Et d'ailleurs, c'est la grande faiblesse de Golden State jusque-là, si on veut parler de faille. Mais c'est parce que c'est une équipe nouvelle qui est en progression, qui est en apprentissage. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu contre les autres gros bras de la NBA. Dans les matchs serrés et dans le money time de ces matchs serrés, ils ont un mauvais pourcentage et le jeu collectif s'effrite. Donc au moins, ils ont ciblé les problèmes et leurs faiblesses et ils savent comment progresser. Et Green a bien fait de tirer de sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, Durant derrière a dit Green a eu raison, on aurait dû jouer collectivement. Curry n'était pas content parce qu'il n'était pas impliqué. Ils auraient dû faire un simple pick and roll entre Curry et Durant et ça aurait donné quelque chose sans doute de plus intéressant qu'un tir à 8,50 m de Durant qui joue tout seul. Alors on voit en tableau Jérémy ce bilan. Il menait de 14 face aux Cavs, 24 face aux Grizzlies. Est-ce que toi tu y as vu quelque chose d'inquiétant ou alors c'est la construction finalement? J'accorde très peu d'importance à la saison régulière d'une manière générale. Et pour moi, merci d'être venu. non, mais cette séquence-là, visuellement, elle était impressionnante parce qu'on voit vraiment une équipe qui est irritée dans les derniers instants du jeu. Mais pour moi, en effet, quand on perd 24 points d'avance, il y a de quoi être irrité. Mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante et qu'elle en dit long. Et je trouve, elle est pas très inquiétante. Draymond Green a raison. On se rappelle que l'an passé, ils ont fait une meilleure saison en termes de bilan que l'année précédente où ils sont champions. Mais il y a beaucoup de matchs qu'ils avaient gagnés je pense, à peu près une dizaine de matchs à l'arraché. Et en fin de compte, c'était une équipe qui gagnait énormément, mais qui était beaucoup plus relâchée, qui faisait beaucoup plus d'erreurs défensives, qui était beaucoup moins concentrée que l'année précédente. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu le titre. Et là, Draymond Green, ce qu'il rappelle, c'est-à-dire que non, on continue de travailler, on essaye de faire les choses bien. Et cette défaite-là, elle ne signifie pas grand-chose dans l'optique des playoffs. Et il faut vraiment que ça soit une équipe, elle est trop facile. Ce sont des joueurs qui jouent maintenant trop facilement. Et il faut qu'elle se reconcentre sur les petits détails. Et c'est tout simplement ce que dit Draymond Green. Il n'y a pas plus de guerre d'ego de ça, je pense, que dans les vestiaires. Ça s'est calmé ça s'est calmé à la fin du match, etc. Ça s'est parlé le lendemain. Tout va bien en termes d'ego. Mais c'est une bonne manière de recadrer les choses et c'est une bonne manière de recadrer Kevin Durant, tout simplement. Je ne sais pas si c'est recadrer Kevin Durant, c'est faire comprendre à Kevin Durant que vous avez joué pendant 9 ans d'une certaine façon à Oklahoma City, c'est-à-dire c'est soit lui, soit Westbrook qui prend les gros ballons et qui joue du jeu isolé. Et on voit les limites de ça déjà avec Westbrook cette saison, souvent en fin de match qui fait des mauvais choix. Donc il faudrait que Durant apprenne à jouer autrement. Ouais. Et même s'il n'accorde pas beaucoup d'importance à la saison régulière, il ne faudrait pas non plus que les Warriors en fassent d'autant. C'est-à-dire que si les gros gagnent contre eux, c'est aussi parce que les gros, eux, quand même répètent leur gamme en vue des playoffs. Golden State, il ne faudrait pas commencer comme un peu l'an passé à se dire non mais c'est au moment des playoffs, on va voir qui on est. Il y a quand même des choses qu'il faut appliquer dès maintenant pour qu'en play-off, ça soit vraiment parfait. Et il est vraiment temps de s'y mettre maintenant parce que ce bilan-là de 0 victoire et 5 défaites contre ses adversaires, ça en dit quand même long. De très haut niveau. Ça en dit long. Allez, on termine avec les Knicks et la phrase de la semaine, les phrases de la semaine. On va les voir avec Carmelo Anthony et Jeff Hornacek parce que oui, ça allait bien pour les Knicks avant qu'on parte en vacances, mais ça va moins bien. Quand on gagne, on parle de nous. Ils ont perdu 7 sur 8. C'est ça, on parle de moi, ça c'est Carmelo Anthony, et on est peut-être incapable de défendre. Ça c'est Jeff Hornacek. Alors là, il y a 2 constats en un. Ouais. On va peut-être commencer par la défense. Tiens, allez. Derrick Rose m'a dit la même chose que Jeff Hornacek, ce qui est assez marrant parce que Derrick Rose est loin d'être le meilleur défenseur des Knicks. Non, mais c'est le cas. Les Knicks ne défendent absolument pas et je pense que la responsabilité est vraiment
notamment collective. Il y a des joueurs du banc qui défendent énormément, Kyle O'Quinn, enfin qui sont plutôt bons dans ce registre-là. Mildogas Kuzminskas dans la défense collective. Tout le reste, c'est un peu le trou béant, quoi. En commençant avec Carmelo Anthony et Porzingis. Porzingis, avec sa taille, peut faire des contres, mais en un contre un, il est débordé systématiquement. Et Carmelo a toujours été plus concentré pour mettre 20-25 points que pour stopper son adversaire direct, c'est clair. Et Georges, est-ce qu'il nous fait encore le coup du Calimero, Carmelo Anthony, quand il dit quand on gagne, c'est nous, quand on perd, c'est moi? Oh non, en plus, je ne vois absolument pas les droits pointés vers Carmelo Anthony en ce moment. Déjà, il y a tellement de problèmes dans cette équipe. Quand on les voit, on dit qu'est-ce que c'est mal foutu finalement. Parce que Rose, déjà, il est assez limité. Il est plus un finisseur, tandis que cette équipe a besoin d'un créateur pour mettre les autres en position, pour savoir à qui donner le ballon dans quelle situation. Il y a peut-être un jeune Rondo qui sera bientôt libre. Oui, mais bon, c'est pas Rondo. Dans ce vestiaire-là, vous ajoutez Rondo, c'est de la nitroglycérine, ça va être magique. de la dynamite. Je milite pour un transfert de Rajon Rondo à New York maintenant. J'adore Carmelo, vraiment, j'adore le joueur. Cette déclaration-là, en revanche, je la trouve un peu suspecte. Je sais pas trop ce qu'il veut dire. Après, peut-être que ça dépasse même le cadre des critiques journalistes. Peut-être que c'est plutôt ce qui transpire à l'intérieur du vestiaire. Moi, je pense que c'est une équipe qui s'entend bien, mais ça respire pas non plus la grande cohésion. Il y a une différence entre bien s'entendre, etc. Voilà. Ah, mais ça, sur le terrain, c'est pas très complémentaire. C'est effectif. On est d'accord. Eh bien, on va terminer les news là-dessus et on va enchaîner avec un sujet sur Rudy Gobert. Cet été, je travaillais dur. J'ai passé pas mal de temps à Utah, pas mal de temps à Santa Barbara, P3 pour travailler physiquement. L'année dernière, j'ai eu des blessures. J'ai joué pratiquement toute la saison à 80%, donc c'était compliqué. Et cet été, je savais qu'il fallait que je travaille dur pour cette année revenir et dominer et aider l'équipe au mieux à gagner. Le fait d'être beaucoup plus fort sur mes jambes, je dirais même, je suis même encore plus rapide qu'avant. Ça me permet de prendre une meilleure position, de moins me faire pousser. Donc quand on passe la balle et qu'on pousse, j'arrive quand même à attraper et à finir. Et après, il y a aussi l'expérience. Je pense que sur le travail de la pose d'écran, cette année, j'ai beaucoup progressé là-dessus et je pose de bien meilleurs écrans et ça ouvre tout pour mes coéquipiers et moi-même. Des fois, tu dis des choses, mais l'important, c'est de faire le travail nécessaire et l'important, c'est le terrain, tout simplement. Donc, j'ai dit que je pensais ça et voilà, je ne reviens pas en arrière. Maintenant, c'est le terrain qui compte et c'est mon équipe qui compte. Ils m'aident beaucoup. Non, c'est clair qu'avoir Boris ici, c'est un gros plus pour moi et j'adore jouer avec lui. C'est un joueur qui est très intelligent, il est toujours là à me pousser et il est toujours là à m'aider. Je sens vraiment qu'il veut que je réussisse et qu'il veut que l'équipe gagne. Et je sens qu'il veut mon bien, quoi. Donc ça fait plaisir. Il a super impact parce que c'est un mec qui prend complètement tout le temps les bonnes décisions sur le terrain. Et un mec comme ça facilite tout le monde. Donc ça rend tout le monde meilleur. La clairvoyance avec laquelle il joue, tu vois, tout le monde se dit Boris il prend soin du ballon, faut qu'on fasse tous pareil et au final on joue mieux. On ne sait pas encore jusqu'où on peut aller, mais on sait tous qu'on peut être très bonne équipe dans cette ligue. Donc on sait que c'est pas facile. Et voilà, cet été on a vraiment tous bossé de notre côté, que ce soit sur notre corps, techniquement. Voilà, on a essayé de revenir meilleur cette année. On n'a pas encore été épargné par les blessures cette année, mais bon, c'est que le début de saison et quand tout le monde sera au complet, je pense qu'on va faire du bruit. Merci à Melvin Carsanti pour ce sujet à la rencontre de Rudy Gobert à San Francisco. On passe au top et au flop. On vous rappelle la nouvelle formule des top flops, un flop et un top pour tout le monde. Et on commence avec notre top de la semaine, c'est James Harden évidemment, parce qu'il a réussi des grosses fêtes de fin d'année. James Harden notamment avec un 53 points, 17 passes, 16 rebonds contre les Knicks. Tranquillement, messieurs, est-ce que c'est lui maintenant le favori pour le MVP? Clair et net, j'ai envie de dire.
Ouais, je crois qu'on peut le dire. Enfin, je pense qu'en ce moment, après, il ne faut pas rien enlever aux autres. LeBron, c'est tellement habituel qu'on n'en parle plus. Russell Westbrook, le problème, c'est qu'il y a quand même des hauts et des bas dans sa saison. James Harden fait preuve d'une relative constance, surtout que même lorsqu'il est moins adroit, même lorsqu'il plante moins de points, en revanche, son activité de création de jeu, etc., est toujours aussi présente. Donc, il est vraiment à un gros niveau et ça dure depuis le début de l'année. Enfin, moi, je le reconnais, il n'y a aucun problème, même si je n'ai pas toujours été très fan du joueur. Là, aujourd'hui, cette année, il est exceptionnel, quoi. Bon, moi, je suis devenu totalement fan avec sa saison en tant que meneur. Il suit la même trajectoire que Westbrook. Considéré comme hyper individualiste. Bon, lui, c'était pire que Westbrook. Il ne voulait pas défendre du tout. Et maintenant, il est en train de développer une image, grâce à D'Antoni, grâce à tout le monde autour, de joueur altruiste, meilleur passeur de la NBA. Joueur qui fait gagner son équipe, 19 victoires en 21 matchs. 10 triples-doubles déjà cette saison. Donc tout ça fait qu'il est peut-être même un peu devant Westbrook, mais c'est clair que Westbrook et Harden, c'est les deux méga favoris pour MVP. Mais mon top à moi, c'était Rudy Gobert. Et il faut voter pour Rudy pour le All-Star Game, messieurs, dames. Mais après, Georges a dit quelque chose d'intéressant, c'est grâce à Mike D'Antoni. Et enfin, tu as dit entre autres grâce à Mike D'Antoni. Et c'est quand même, moi j'aimerais saluer le rôle de Mike D'Antoni. Bien sûr. Dans cette nouvelle configuration des Rockets. Il a construit une équipe à son image et aussi une atmosphère à son image qu'il n'avait pas pu faire auparavant, où il n'avait pas autant les pleins pouvoirs aux Lakers et aux Knicks. Là, je pense que Daryl Morey, le GM des Rockets, lui a donné beaucoup de responsabilités et ça se transpire dans toute l'équipe. Et autant il y a toujours de candidats au titre de coach de l'année. Pour moi, il y a Quinn Snyder, mais il y a Mike D'Antoni qui en fait partie. Vraiment. Et si je vous disais MVP, c'est aussi parce que son équipe gagne. Les Rockets sont troisième. Surtout pour ça. C'est surtout pour ça. Et une petite stat qui fait aussi plaisir pour sa candidature, c'est la dernière, après on passe au flop, c'est que James Harden génère 56,9 points par match. C'est mieux que Russell Westbrook et LeBron James. Pour être très précis, il marque 28,2 points par match et il génère 28,7 points avec ses passes décisives. Donc ça aussi, c'est quand même... Moi, j'avais envie d'ajouter que D'Antoni, c'est exactement le contraire de Tom Thibodeau et Fred Hoiberg. Il a une équipe qui va parfaitement avec le style qu'il veut imposer, tandis que les deux autres, malheureusement, ont hérité une équipe qui ne correspond pas du tout à leur talent. À leurs besoins. Et le flop de cette semaine, lui, il l'a bien cherché, il a été envoyé sur le banc, il n'est pas content et c'est encore une fois Rajon Rondo. C'est un peu l'histoire qui se répète, messieurs. Il a fait sentir qu'il voulait partir, finalement il calme le jeu, on calme le jeu mais on ne sait plus trop, il n'est plus dans la rotation et cette année il tourne donc à 7 points, 7 passes. Je suis pas d'accord sur le fait qu'il l'ait bien cherché. Après on peut dire tout ce qu'on veut de ses performances sur le terrain, je le reconnais, c'est pas le meilleur fit, peut-être le meilleur joueur pour cette équipe des Bulls, c'est pour Fred Hoiberg. Après malgré tout, c'est Chicago qui l'a signé et puis surtout que partout il est passé ces derniers temps, aucun coach ne s'est plaint de l'attitude de Rajon Rondo. Même Rick Carlisle, avec lequel ça avait été compliqué, il a quand même salué le fait que lorsque, à l'entraînement, etc., et dans le vestiaire, il n'y avait pas eu d'esclandre. Ils l'ont quand même foutu dehors. Ils l'ont foutu à la porte, mais c'était... Mark Cuban a reconnu aussi son erreur avec sa propre erreur. Après, Rick Carlisle a vraiment salué le fait que Rajon Rondo était resté vraiment professionnel. Et là, Fred Hoiberg a dit pareil, et Rajon Rondo a tout simplement dit, écoutez, il l'a dit, moi je comprends la décision du coach, c'est cette décision, maintenant en effet c'est pas le meilleur endroit pour moi et il cherche une autre place, mais dans le vestiaire, il n'y aura plus de place pour lui. Il ne faut pas d'esclandre, hein. Il ne faut vraiment pas d'esclandre. Oui, mais c'est pas vraiment la question. Il est en fin de parcours. Il a grillé son crédit partout dans la ligue. Il a quand même la réputation d'un joueur qui fait rapidement la gueule. Il est presque, entre guillemets, trop intelligent pour lui-même. C'est ce que disait Doc Rivers. Il est tellement intelligent qu'il voit les failles partout et il n'a pas le pouvoir de les rectifier. Parce que les autres joueurs, ils ont leur ego, ils ont leur style de jeu. Et le problème aussi, c'est qu'il ne correspond pas du tout au jeu moderne et à la tendance vers le small ball, les tirs à 3 points, le mouvement du ballon comme Golden State, comme Houston, etc. Lui, c'est donnez-moi le ballon, je dribble pendant 20 secondes et j'essaie de faire une passe décisive et je ne pourrai pas shooter. Voilà, il a 37% d'adresse, il y a aussi ça. Oui, et Wade n'est à 42 et 32 à 3 points. Donc, vous vous souvenez en début de saison comment on avait été dur avec Chicago? Après, on a été obligé de mettre de l'eau dans notre vin parce que Chicago a fait un début de saison un peu mieux que prévu. Mais maintenant, on est en train de voir le vrai visage de cette équipe, c'est-à-dire, comme j'ai dit, des joueurs qui ne correspondent absolument pas au jeu que voudrait mettre en place Hoiberg, pas de shooter à 3 points, ça se repose 10 fois trop sur Jimmy Butler, et voilà.
Pour moi, ouais, mais cette situation-là, elle n'est pas quand même de l'entière faute de Rajon Rondo. Non. Et je pense... Non. Et tu as raison, tout à fait. Mais après, ça fait 10 ans que Rajon Rondo correspond de moins en moins au jeu actuel qui se développe, c'est-à-dire très orienté vers le tir à 3 points. Malgré tout, pour moi, il y a quelques équipes qui pourraient lui convenir. Je pense notamment à Utah. Je pense notamment aussi aux Spurs qui viennent de libérer une place. Parce que les Spurs n'ont pas toujours besoin d'un meneur Ils vont scoreur. pas mettre Rondo dans les pattes de George Hill. Non, Pas mais je veux du dire, tout. en termes de backup, après, je pense que maintenant, c'est quand même un joueur qui a compris, qui va comprendre sa place et le fait même de sortir du banc, ça lui pose pas non plus Et spécialement de quand problème. LeBron James dit on a besoin d'un meneur, Non. je la soumets. Non, c'est de la nitroglycérine Non, parce que que je vous pense qu'il y rajoutez a, dans votre il y a quand même vestiaire. Mario Chalmers qui est dans les parages et qui s'apprête à faire C'est son celui-là qui retour. pensait. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça s'oriente. Mais il y a quelques équipes qui peuvent encore convenir à Rajon Rondo, je pense. Vu son salaire, j'y crois pas du tout. Ouais, il va être coupé. On, de toute on façon, lui au final. souhaite, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est vrai que ça a été difficile ces dernières années. Nous, on passe au débat de la semaine. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? Des performances folles, des superstars du spectacle, des joueurs venus du monde entier. La NBA se porte-t-elle mieux que jamais? C'est la question de notre débat de la semaine. Et messieurs, on a décidé de vous opposer un contradicteur de marque, puisque c'est Charles Barkley qui s'occupe d'assurer la contradiction. On va voir tout de suite les déclarations de Sir Charles, qui nous dit donc la NBA n'a jamais été aussi mauvaise, parce que lui pense que tout le monde veut utiliser les stats trop avancées, tout le monde veut shooter à 3 points. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Charles Barkley qui dit que la NBA n'a jamais été aussi mauvaise? En partie d'accord. En partie d'accord. Pour moi, en revanche, individuellement, Moi, pas du tout d'accord. on a une idée très nostalgique du jeu d'antan avec joueurs des joueurs qui avaient des fondamentaux incroyables, etc. Mais en fait, je pense que dans les années 90, 80, Des 70, fondamentaux d'Anthony Mason. ça concernait quand même finalement une minorité de joueurs. Il y avait un franchise player par équipe, c'est comme ça d'ailleurs, c'était un franchise player. Et le reste, c'était beaucoup de role players. Et il y avait je pense qu'aujourd'hui, en termes de qualité individuelle, de qualité intrinsèque des joueurs et de qualité athlétique aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont bien plus développés que ces années-là. En revanche, dans le jeu collectif, on est dans une ère où ça se repose énormément sur le pick and roll à outrance et le shoot à 3 points. Et le jeu s'est énormément simplifié. Donc je pense que les joueurs d'aujourd'hui, en grande majorité, sont plus forts que ceux d'antan. Honnêtement, quand on regarde les dribbles des autres, on peut être nostalgique, etc. Mais il faut quand même pas se leurrer. Ça driblait moins bien avant, ça shootait moins bien de loin avant, etc. Voilà. Mais maintenant, dans l'intelligence de jeu collective, c'est quand même très basique aujourd'hui. Alors, Georges, Basique, rien n'a été plus simple et basique que Charles Barkley en post bas en train de bouger son gros popotin pendant qu'il dribble 10 fois pour essayer d'enfoncer son défenseur. Très honnêtement, je ne suis pas tellement d'accord avec cette analyse historique. Pour moi, il y avait trop de jeux isolés, trop de violence hyper défensive dans les années 90, après les Bad Boys de Détroit, après les Knicks de Pat Riley ou le Heat de Pat Riley. Tout ce basket-là me dégoûtait. Et être nostalgique de cette époque-là, que vous êtes nostalgique des Showtime Lakers dans les années 80, je veux bien. Mais de ce brawl ball des années 90, excusez-moi, c'est à vomir. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'adresse, de technique, de vitesse d'exécution, une place plus grande pour les joueurs de petite taille et toute leur qualité. On a éliminé le hand-checking, je pense que c'est une des meilleures choses qu'ils ont jamais fait. Barkley dit il n'y a que 4 bonnes équipes, toutes les autres sont mauvaises. Mais bon, c'était exactement pareil à son époque. Non, mais dans les équipes, il y a beaucoup plus de bons joueurs, vraiment de bons joueurs. Mais en revanche, quand tu parlais des défenses rugueuses, etc., malgré tout, le hit, certes, on compare ça à des défenses violentes, on se rappelle de ça, de bagarres et d'esclandres, mais l'intelligence défensive était quand même relativement incroyable. Et, il suffit de se rappeler de la finale. Qu'est-ce que c'est ennuyeux. Il suffit de se rappeler de la finale de Chicago-Utah en 98. C'est chirurgical. La précision des défenses, mais aussi des systèmes offensifs, c'est vraiment d'une précision incroyable. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je trouve, même si ça peut être très beau comme les Spurs en 2014 ou les Golden State Warriors en 2015, ou même les Cavs qui, cette année, la saison dernière, ont joué du très beau basket. C'est très beau, mais c'est aussi très offensif. Et ça se repose énormément, sur un schéma de création, fixation, percussion et en fixe à l'extérieur. Je trouve pas ça non plus d'une relative complexité. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, les joueurs, à titre individuel, sont pour moi plus forts. Je pensais pas que ce serait le plus jeune des deux qui défendrait. Non, mais je défends rien. Non, mais je suis pas d'accord spécialement avec Barkley. Je trouve il faut quand même plus nuancer. Non, dans les années 90, 80, etc. Pour moi, c'était un jeu un peu plus intelligent, mais les joueurs étaient moins forts qu'aujourd'hui.
Après, l'augmentation du nombre de tirs à 3 points dont parle Charles Barkley, et on en a déjà un peu parlé dans cette émission, c'est aussi l'augmentation du nombre de passes décisives et d'extra passes parce qu'il faut faire circuler ce ballon, c'est moins de 1 contre 1. C'est vrai que ça semble positif quand même comme tendance. Le truc avec Barkley, c'est que c'est comme Hanouna, hein. Plus c'est gros, plus c'est délirant, Oui, plus aussi, on va parler de moi. Ça fait partie du show, en plus, en il effet. fait l'ancien joueur, Ah, oui, c'était voilà. mieux avant. Il va pas cracher dans sa propre soupe, Qu'est-ce hein, que ça voilà, me fatigue, ça. Il jouait à cette époque-là, forcément, il se serre lui-même les pompes. Mais Niveau Oui, exactement. Niveau spectacle, aujourd'hui, on est quand même servi. On va voir le tableau du nombre de triple-doubles. Ça, c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'on a beaucoup de performances folles cette saison. Déjà 42 triple-doubles cette année. Et on n'est même pas à la moitié de la saison. Et On c'est voit. pas du tout parce que ça ne défend pas. Les défenses, aujourd'hui, sont beaucoup plus articulées avec la vidéo, la préparation tactique. Les joueurs sont plus forts. Donc, cette idée que ça ne défend pas, c'est tout à fait différent de l'ancienne époque. Mais pour moi, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Jérémy hoche la tête. Les pivots qui shootent à 3 points aussi, ça, c'est ouais. génial. Alors, c'est vrai que les moyens ont jamais été aussi développés hein, avec les vidéos et Les pour analyser stats les choses et pour les stats avancées que avancées. vous adorez. Mais ça n'empêche pas que les joueurs défensivement, alors il y a 10 équipes, 15 équipes qui proposent une bonne défense, voire une très très bonne défense. Malgré tout, il y a aussi beaucoup d'équipes qui, avec tous les moyens mis en place, vont toujours faire les mêmes oublis défensifs, les mêmes problèmes de concentration, les Ça a mêmes, toujours été les comme mêmes ça. ouvertures ligne de fond et qui offrent des gros boulevards, même sur l'axe du panier, sur l'axe central, ce qui serait à mon sens, même si à cette époque-là, je regardais quand même moins de matchs que toi, Georges, forcément, évidemment, Georges, logiquement, il y était. voilà, il y était, était moins fréquent auparavant, même s'il y avait aussi des grosses équipes catastrophiques. Pour moi, c'est juste qu'il y a plus de nuances que ça. On ne peut pas dire c'est aujourd'hui que c'est plus fort et il y a 20 ans que c'était moins fort, ou l'inverse. C'est juste que c'est un peu plus nuancé. C'est pas le même basket. Là, c'est on est vraiment bien rien à voir, d'accord. ouais, voilà. C'est pas le même basket. Alors, l'autre argument de Charles Barkley, c'est les stars se réunissent. Tu l'as dit, Georges, il n'y a que 3-4 équipes qui peuvent gagner le titre. Ça, Mais on ça a est d'accord, toujours ça a été été le comme ça. Il y a toujours eu 4 équipes au-dessus des autres, si ce n'était pas 2. Attends, dans les années 80, c'était tout le temps Boston contre les Lakers. Ouais. Dans les années 60 aussi. Et alors, on a un Même tableau, quand le Shaq est arrivé aux Lakers, combien de fois s'est-il fait sweeper Ouais. finalement en demi-finale ou en finale de conférence avant que Phil Jackson arrive, alors que c'était normalement une équipe candidate au titre. Mais entre l'équipe qui était candidate au titre et une équipe comme Utah à l'Ouest qui était très solide et très académique et très intelligente avec plus d'expérience, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. On a Voilà. normalement un tableau des vainqueurs par décennie. Regardez ça. 8 vainqueurs dans les années 70, 4, 5 et 6. Au final, on a plus de diversité maintenant que dans les 3 décennies précédentes. Donc c'est pareil, cet argument-là ne tient pas forcément. On a plus de diversité, mais finalement, Sur les entre 2017 et 2016, il y a quelqu'un qui rassemble 3 titres et 6 finales, et c'est LeBron James. Alors après, il y a un phénomène c'est une ligue de stars. C'est-à-dire qu'il y a LeBron, Kobe, Ça a toujours Duncan, été le cas. qui sont dans 16 des 17 dernières finales, si je ne dis pas de bêtises. Donc Ouais, c'est ça, tout à fait, Voilà, ouais. c'est une stat qui ne trompe pas. Les Mais années après, 90, il y avait Jordan. Les années 80, il y avait Magic et Bird. Justement, c'est à partir du moment où la NBA a fait tout son marketing autour de ces stars que ça a décollé. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, en revanche, il y a plus d'équipes. Autant auparavant, ça se concentrait sur 2, 3 équipes, 4 même déjà, j'ai du mal à me le remettre en tête. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'équipes qui sont en mesure d'accéder, notamment à l'Ouest, en finale. Je pense que Golden State, certes, sur le papier, est à mon sens l'équipe la plus talentueuse. Maintenant, s'ils proposent le même jeu, les mêmes oublis que face à San Portland l'an Antonio, passé, Houston, que face aux Clippers, Thunder, etc., Memphis. il y a quelques équipes qui peuvent vraiment les inquiéter et prendre leur place en finale. Memphis, par exemple, ça peut être un poil à gratter pour. Il y a Houston, Golden il y a les State qui aimerait Spurs les évidemment. éviter. Même moi, j'adore Ah bah, Utah. s'il y a Une fois qu'ils seront s'il y a une complets. équipe qui les fait tomber, c'est vrai que derrière, c'est une bataille rangée. Voilà. Ça peut être très intéressant. Après, LeBron James à l'Est, Et ils sont pas imbattables. ils sont pas imbattables. Après, à mais l'Est, c'est moins discutable. En voilà, effet. c'est plus compliqué. Est-ce que la NBA est donc à son meilleur? Est-ce qu'on répond à ça par oui ou par non? Jérémy va me répondre par une nuance, j'en suis bien conscient. Non, mais après, elle n'a jamais été aussi populaire. Il y a aussi probablement beaucoup plus de spectacles qu'à une certaine époque. Peut-être pas que dans les années 80. Mondialisé aussi. En tout cas, c'est aussi parce que technologiquement, enfin, tout le monde y a accès, on s'en rend d'autant plus compte. Je sais absolument pas répondre à cette question. T'en penses quoi, toi? Je pense que c'est à son meilleur niveau grâce à la technologie moderne, mais grâce aussi aux stars actuels. Parce que même si on perd Kobe Bryant, on garde Curry, Durant, LeBron James, Harden, Westbrook. À la limite, je me demande si c'est pas aujourd'hui où on a le plus de superstars dans la NBA.
En termes en tout cas de joueurs, vraiment de qualité de joueurs, je pense que dans les années 90, des joueurs comme Michael Jordan ou comme Hakeem Olajuwon, il n'y en avait pas non plus 15. Non, tout à fait d'accord. Des joueurs qui sont, on retrouve Kevin Durant, on retrouve LeBron James, on retrouve James Harden, on retrouve Russell Westbrook, Chris Paul, etc., qui sont des joueurs d'une qualité vraiment et même individuelle, historiquement fort. historiquement vraiment fort. Et donc en effet, en tout cas, il y a de plus en plus de très gros joueurs et de joueurs qu'on peut qualifier de superstars en termes de niveau de jeu. Une toute petite question à Georges pour terminer. Les années 70, on a vu, il y a 8 vainqueurs en 10 ans. Est-ce que c'est une sorte d'âge d'or de la parité NBA ? De la parité peut-être, mais c'était tout le contraire d'un âge d'or pour la NBA. C'était l'époque où il y avait une image de trop de drogués, trop de nonchalance, hyper individualiste, pas de collectif. Mais je vais vous dire, à toutes les époques, depuis les années 60 que j'ai pu suivre la NBA, ça a toujours été la même chose. Les équipes qui jouent le mieux au basket, le plus collectivement, avec certes des stars dans l'effectif, ce sont les équipes qui sont en tête du classement. Et ça n'a pas changé. C'est ceux qui jouent le mieux avec les meilleurs joueurs qui sont devant. Et pour ajouter quelque chose, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, c'est que chaque joueur retraité n'hésite rarement, quelle que soit l'époque, à critiquer celle d'après. Donc voilà, c'est celui qui ne le fait pas trop, c'est Bill Russell, bizarrement. C'est vrai. Parce qu'il aurait pu faire le mec vraiment au-dessus de tout le monde. Et Jerry West. Oui, Jerry West, en plus, il est encore dedans. Oui. Mais c'est peut-être justement parce qu'il reste dans son temps, Jerry West, qui ne critique pas. Il reste justement... Non, mais c'est des joueurs vraiment lucides qui, aujourd'hui, j'ai écouté Jerry West justement évoquer LeBron James et son entraînement. On parlait des moyens mis en place, 1,5 million de dollars par an, pour se construire une équipe athlétique, etc. Et c'était Jerry West qui se remémorait l'exemple de Dave Cowens, qui était un joueur des Celtics et qui ensuite est devenu général manager de Charlotte et qui se rappelait de Dave Cowens qui arrivait à l'entraînement après avoir fumé une cigarette et qui à l'époque était entraîneur-joueur aussi, qui a fait une saison en tant qu'entraîneur-joueur. Et voilà, c'était absolument pas le même monde, donc ça n'a rien à voir. Voilà pour ce débat, on vous laisse tout de suite avec le zapping. Plein de choses dans ce top 10 de Simon qu'on remercie beaucoup. Top 10 exceptionnel parce que c'est plus long, il y avait plein de choses pendant les vacances et plein de bonnes choses. C'est vrai qu'on s'est régalé. On passe au dilemme. Le dilemme est de retour. Je suis surpris par la musique du jingle. Je ne m'en rappelais plus. La dernière fois, on vous proposait James Harden ou Russell Westbrook. Cette fois, le choix est posé entre deux jeunes joueurs et deux joueurs beaucoup plus grands, Karl Anthony Towns ou Joel Embiid. Qui choisissez-vous, messieurs, aujourd'hui, si vous pouvez en recruter un seul et seulement un seul pour votre franchise? Allez, Georges. Je prends Karl Anthony Towns à cause de l'histoire de blessure de Embiid. Mais si on avait une garantie que les deux n'allaient pas se blesser, je serais tenté de prendre Joel Embiid qui est déjà à un niveau exceptionnel et qui semble avoir un potentiel pour devenir carrément le meilleur pivot de toute la NBA. Alors, Karl Anthony Towns, 21 points et demi, 11,6 rebonds, 1,4 contre. Il a quand même de sacrés arguments pour lui. Ah non, mais je diminue absolument pas l'impact de Karl Anthony Towns. Les deux joueurs jouent dans des équipes qui ne gagnent pas beaucoup de matchs, mais ils sont en progression constante. Ils ont une super mentalité de winner. Donc, à mon avis, avec l'un ou l'autre, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Jérémy. C'est pas vraiment un dilemme, on sait que ce serait deux joueurs d'une qualité formidable, etc. En revanche, Karl Anthony Towns, son impact, ça va devenir un très grand dans la ligue. Contrairement à Georges, autant l'historique de blessure de Joel, il faut le prendre en compte, même si une fois qu'on est bien réparé, etc., en bonne santé, ensuite il est possible qu'il fasse toute une carrière. Je l'espère pour lui. Et au contraire, Karl Anthony Towns, une blessure, on peut toujours se péter un genou. Donc c'est pas vraiment sur ça que je vais me décider. C'était l'instant positif de Jérémy. Vous n'êtes jamais sécurisé, même si vous n'avez pas été blessé avant. Tout le monde. Non, alors Karl Anthony Towns, son impact défensif sur les Wolves est moins conséquent finalement que l'an passé lors de sa saison rookie, où dès qu'il est arrivé, il avait vraiment changé, modifié la configuration défensive de Minnesota. Là, c'est moins le cas, mais il n'est pas le seul fautif. Embiid est meilleur contre. Et Joel Embiid, je pense que dans ce secteur-là, ça va devenir un très grand défenseur. Moi, je préfère Joel Embiid parce qu'il est capable de tout faire et encore de tout faire davantage que Karl Anthony Towns. C'est-à-dire que ce sont deux gros attaquants, deux joueurs capables de s'écarter, deux joueurs éventuellement capables de défendre, mais en plus Embiid, il a une qualité de passe qui est encore supérieure à celle de Karl Anthony Towns. Et pour moi, c'est hyper important pour un intérieur.
comme ce sont des joueurs qui animent et qui orientent beaucoup poste bas les attaques, lorsqu'il sera bien entouré, mieux entouré, Joel Embiid va vraiment être monstrueux. On va voir les stats de Joel Embiid aussi. Il tourne quasiment à 20 points, 7 rebonds et demi et 2,4 contre par match. En 24 minutes. Voilà, en beaucoup moins de temps, Karl Anthony Towns joue 35 minutes par match. C'est toute la différence. Et alors, Georges, est-ce que tu es d'accord sur ce côté aussi influence défensive quand même de Embiid par rapport à... Oui, parce que c'est un bien meilleur contreur. En plus, c'est un vrai post 5 qui peut shooter à 3 points, tandis que Karl Anthony Towns, c'est plutôt un post 4. Et les post 5, même si on diminue un peu leur importance dans le basket moderne, moi, je pense que c'est toujours des oiseaux rares sur lesquels vous pouvez bâtir une franchise. Et si Embiid reste en bonne santé et il continue à progresser, il fera partie de ce genre de franchise player très, très rare. Il a quand même fait oublier, j'ai envie de dire, que Jahlil Okafor et Nerlens Noel. On n'entend plus parler, enfin plus parler ici parce qu'ils jouent moins, etc. Ou parce qu'ils sont dans les rumeurs de transfert. Mais Jahlil Okafor, on peut en penser ce qu'on voulait, mais quand même lorsqu'il était à l'université, c'était censé être une pointure de la ligue. Et après, moi, je suis vraiment toujours convaincu qu'il a énormément de talent, etc. et qu'il aura sa place quelque part un jour dans cette ligue. Mais c'est vrai que Joel Embiid les a effacés de la carte. Oui, et Nerlens Noel va rapidement être dans une autre équipe, très probablement. Ça serait mieux pour lui parce qu'à son âge, ne pas jouer ses katas, il faudrait trouver un club qui a besoin de ses services. Même si je pense que Nerlens Noel, il y a énormément de joueurs qui sont comme lui. Enfin, finalement, il y a beaucoup de joueurs de ce profil-là qui existent aux États-Unis, même dans d'autres ligues, et qui ont le surcote un petit peu. Ça, pour moi, ça restera, dans le meilleur des cas, un très bon role-player. C'est qu'un joueur technique, c'est clair. Sur l'influence de Joel Embiid en défense et sur cette équipe, on va voir aussi les stats de Philadelphie avec et sans Joel Embiid. Et là, on le voit, sans lui, ça marque moins, ça prend beaucoup plus de points, ça prend 6 points de plus par match. Et surtout, il gagne moins. Enfin, si on multiplie par 3, tout simplement, finalement, ça reste à peu près équivalent en termes de bilan, en termes de matchs joués, etc. Oui, mais au niveau stats, il a un plus-moins très haut placé. Surtout que sur les 31 matchs joués avec lui, il y a beaucoup plus de matchs disputés, finalement. Dans les 24 défaites, etc., c'est la grosse différence. Non, mais en attaque, il fluidifie énormément le jeu. Et encore une fois, quand je parlais de sa qualité de passe, ça compte énormément. Il est capable de mener le jeu, de se transformer en meneur sur quelques séquences. Pourtant, au début de saison, ses passes, c'était sa faiblesse. Oui, et ses ballons perdus aussi. Hein. Mais parce qu'il y avait l'intégration avec les autres, un peu d'excitation. Mais c'est un super attaquant et c'est vraiment un gros défenseur. Il change complètement la physionomie des Sixers quand il est là. Donc plus complet, hein, Joel Embiid, de ce que j'entends. Enfin, plus complet, c'est compliqué. Karl Anthony Towns est capable de faire énormément de choses. Il fait tout. Non, mais c'est le fait qu'il soit un poste 5, je crois, parce que c'est toujours rare. On sent, Georges, que tu es tombé amoureux des postes 5 qui tirent à 3 points ces derniers jours. Ah, ça, et je trouve que, d'ailleurs, comme j'ai dit, il y avait un papier là-dessus sur Basket USA, et c'est une tendance et une évolution lourde. Parce que là, pendant les 2 dernières saisons, on était en train de dire, il n'y a plus la place pour des vrais pivots dans la NBA. On les élimine du vote pour l'All-Star Game, pour l'All-5 NBA, presque. Donc là, je pense qu'il ne faut pas oublier que les pivots sont importants dans le basket quand même. Ouais, puis Karl Anthony Towns, c'est un 4-5 en effet, et qui s'écarte. Mais justement, au moment de faire ce papier sur les pivots shooters, j'avais pas pu l'intégrer parce que Karl Anthony Towns, sa réussite est quand même beaucoup plus faible à l'extérieur. Je crois qu'il est à 32% de mémoire. En tout cas, à ce moment-là, il était à 32%. Il joue à côté de Gorgui Dieng, qui est un vrai pivot. Donc, en tout cas, il n'est pas encore aussi facile balle en main. En tout cas, c'est surtout que Joel Embiid respire la facilité. Il respire vraiment la facilité balle en main. Karl Anthony Towns, c'est un joueur excellent et très talentueux, mais c'est pas la même aisance visuelle. C'est ça, le côté doué. Et donc, le choix final, on a dit Joel Embiid pour moi. Non, mais si je suis general manager, je vais quand même en tenir compte des histoires de blessures de Joel Embiid. Donc, mais bon, je préfère Embiid dans l'absolu. Allez, Embiid, 2 Embiid, mais un petit bémol sur les blessures, on n'est pas sûr. Ah, mais il a raison, c'est vrai que quand on est dirigeant de franchise, on y pense. On a un joueur qui a fait 2 saisons blanches. On a plus tendance à signer l'autre, même si, Karl Anthony Towns n'a joué qu'1 an et demi pour le moment. Voilà pour ce dilemme. À vous de faire votre choix aussi. N'hésitez pas à tout cas sur Twitter. Et nous, on passe au pronostic.
Alors on va la faire en direct et on va être sincère, j'ai oublié de prendre des matchs. Mais j'ai les scores, voilà, on peut pas tout faire, j'ai oublié les matchs. Donc la semaine dernière, lors de la dernière émission, ça a fait 1 point pour chacun. Et alors c'est marrant, on a pris chacun un match différent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait 2 contre 1 et c'est celui qui était tout seul qui a gagné. Au total, ça fait 2 pour Georges, 3 pour Jérémy et 2 pour moi. Donc Jérémy a pris l'avantage, il va falloir qu'on se bouge parce que sinon on va en entendre parler pendant longtemps. Donc il faut qu'on trouve des matchs. Et alors là, c'est ma faute parce que je n'ai pas pris. Donc on va aller au match de Suspense. vendredi, messieurs. Et je vais vous proposer un petit Knicks Bulls, tiens. À la maison pour les Knicks? À New York, ouais. Ils ont perdu 7/8, les Knicks. Et les Bulls ont gagné 3 de suite. Je pense que pour Unibet, j'ai pris les Knicks et là, j'ai presque envie de prendre les Bulls. Donc, c'est très ouvert. Moi, je vais prendre les Bulls. Donc tu prends New York ou les... Si je reste fidèle à ce que j'ai déjà dit, je devrais prendre les Knicks. En attendant une réaction, quoi, après. Et ils sont à la maison ou ils jouent quand même mieux? Donc les Knicks pour Georges. J'ai envie de dire que je vois encore un gros Jimmy Butler en Madison Square Garden et que ça devrait aider Chicago à gagner. Allez, les Bulls pour nous deux. Un très beau Rockets Grizzlies, ce sera samedi. Donc à Houston. Ouais. Là, c'est le match que j'ai pronostiqué et je prends Houston haut la main. C'est compliqué pour les Grizzlies, notamment en termes d'effectifs et de profondeur d'effectifs, mais ils sont tellement capables de faire des choses incroyables et puis ils l'ont encore prouvé face aux Warriors. Allez, j'aimerais bien les voir provoquer un petit peu avec leur schéma défensif Houston. Allez, Houston pour moi aussi. Non, toi c'est Grizzlies. Moi, c'est Grizzlies. Ouais. Et George, Houston. De Houston, un Grizzlies. Et on termine avec un petit duel de fond de tableau. Tiens, on va se faire plaisir. Mavericks Timberwolves. À Dallas. Ouais. Il vend du rêve celui-là. Hein. Bon, je vais prendre les Timberwolves pour te faire plaisir. Merci. Je prends les Timberwolves aussi, je peux les pronostiquer. Ils ont quand même un peu plus de talent. C'est compliqué, je vais prendre Dallas. Je vais prendre Dallas, à Dallas. Ah, dans la contradiction, quoi. Ouais. Bon, alors, 2 Timberwolves, 1 Dallas. On passe au quiz. Le quiz de fin d'émission est là au niveau du score. Il y a égalité parfaite puisque vous êtes à 3 partout, messieurs. Oh là là. Après la dernière émission. Et j'ai encore le droit de répondre en premier, j'espère. Le doyen. Normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas trop de rapidité, je pense. On va parler de Joel Embiid encore. Je crois qu'on avait déjà fait une question sur lui la dernière fois. Bref, Parfait. il pratiquait très régulièrement un sport avant de se mettre au basket. Lequel? C'était pas un footeux? Non. Karaté, judo, Non. kung-fu. Ah, dis donc, si tu as le droit de donner 4 réponses avant que j'ouvre la bouche, je suis mal parti. Hein. Il pratiquait assez intensivement. J'ai lu en plus le sujet dans le très bon basket mag. Et il est passé d'un coup au basket. C'est pas mal. Skateboard? Non, le volley. Le volley. Ouais, Ah, le volleyball. Il jouait- au contre, ça devait être quelque chose. C'est ça, il jouait beaucoup au volley. À quelle position, on a parlé de Kyle Korver, à quelle position de la draft 2003 a-t-il été sélectionné? 2003, qui était une très grosse draft, en effet. Quel Korver il sort? Je vous donne un indice. 18e. Non. Non, il sort au deuxième tour, non? Il sort au deuxième tour. 37e? Non. Plus bas? 48, 47, 48? Non, c'est ton dernier mot, allez, on va dire. Georges, celui qui se rapproche le plus. Il y a combien? Donc, 50e. 51, bien joué, Ah, Georges. bien joué. Bon, c'était C'est celui qui se rapproche le mathématiquement plus. que j'ai réussi à piquer celui-là. Très bien joué. Et puis on a taquiné un petit peu Charles Barkley, on va lui rendre hommage. Combien d'équipes ont retiré son maillot? Sixers Suns Houston, 3? Ou Sixers Suns, 2? Alors moi, je dirais 2 parce que je ne pense pas qu'il est resté assez longtemps à Houston pour mériter ça. Alors, donc, Georges, tu dis. Je dirais Phoenix et Philadelphie. Et Bah, s'il faut contredire, on va pas avoir tous les deux un point. Non, Ah je vais dire... tu peux avoir tous les deux un non, point. je vais dire les 3. Je vais dire les 3. Non, donc c'était que Suns et Que Sixers, Suns, Sixers, en effet. ok. Ouais, il n'est pas resté assez longtemps à Houston. Donc Ouf. ça fait... Je commence doucement, mais je finis Ça en trombe. Ouais, ça fait 5-4 pour Georges et c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 147 du Hoopcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Hoopcast est disponible sur Basket USA, Dailymotion et iTunes. Pour nous suivre à Hoopcast, à GeorgesD2, à Jérémy Lebescon avec un T, à Alain Mattei. Les réseaux sociaux, donc vous avez tout le reste en fin d'émission. Merci Georges, merci Jérémy. Je vais passer un petit merci aussi à quelqu'un qui nous a beaucoup aidé depuis le début de la création de cette émission. C'est Arnaud Dedieu qui est allé voguer vers d'autres cieux professionnels et à qui on souhaite évidemment beaucoup de bonheur, mais on le remercie de nous avoir aidés depuis les tout débuts de ce projet Hoopcast. Merci beaucoup messieurs. On vous souhaite à la semaine prochaine. Très bon match, très bonne soirée, très bonne semaine à tous. Ciao ciao.